Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de podcast Milly Framboise. C'est une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci pas sur la lecture puisque je varie un petit peu les thématiques sur ma chaîne de podcast. Et comme je vous l'avais dit dans ma vidéo projet pour 2023, j'aimerais parler de différents sujets sur ma chaîne, sujets en rapport avec mes passions évidemment, mes passions, mes loisirs, mes centres d'intérêt et donc principalement donc sur la lecture, le cinéma et les jeux de société. Donc il y aura une vidéo jeux de société qui arrivera très prochainement sur la chaîne de podcast. Mais aujourd'hui, on va se consacrer à la partie cinéma. Donc c'est une vidéo consacrée à mes récents visionnages. Donc ici, ce sont des films, séries que j'ai vus sur les mois de décembre et janvier. Alors ce type de vidéo que je ferai à l'avenir sera découpé en deux parties. D'abord mes découvertes, donc c'est les films ou séries que j'ai vus pour la première fois. Et ensuite en deuxième partie, mes revisionnages, c'est-à-dire des films que j'ai déjà vus ou des séries que j'ai déjà vues, car j'aime beaucoup faire des découvertes et regarder des films que je n'ai jamais vus, mais j'adore aussi revoir des films que j'ai adorés. Alors comme pour les livres et les jeux de société plus tard, je ne vous parle uniquement que des films ou séries que j'ai beaucoup aimés. Donc c'est parti, je commence tout d'abord avec deux films de découverte et je terminerai avec deux films déjà vus. Je commence avec le film Avatar 2, La Voix de l'eau, qui est sorti au cinéma le 14 décembre 2022. C'est un film réalisé par James Cameron. Alors je ne vais pas trop vous faire de résumé parce que c'est une suite directe de Avatar 1, donc je ne voudrais pas vous spoiler. Juste vous dire que le film se déroule environ 10 ans après les événements du premier film, que Jake Sully et Neytiri, sa femme, ont eu des enfants. La famille s'agrandit et donc on va les suivre dans de nouvelles aventures. Ils vont devoir faire face à de nombreux obstacles et je ne vais pas en dire plus pour le résumer parce que c'est vraiment une suite directe et que moi j'ai découvert ce film sans rien en savoir. Donc voilà, je ne veux pas trop en dire. Donc pour vous planter le contexte, je ne suis pas du tout une fan de Avatar 1. J'ai dû voir le film au moins 3 fois, mais je n'ai jamais trop été fan, on va dire, comme par rapport à certaines personnes qui vraiment encensaient ce film. Moi, c'était sans plus, on va dire, j'aimais bien, mais je ne serais pas allée jusqu'à dire que j'adorais Avatar. Par contre, cette suite, ça a été un coup de cœur. Voilà, ça a été un coup de cœur. Je n'avais pas d'attente, enfin je n'avais pas de grandes attentes par rapport à ce deuxième opus, puisque comme je viens de vous le dire, je n'étais pas spécialement fan du premier, donc je n'en attendais pas grand-chose. J'y suis allée avec mon mari parce que lui est un grand fan d'Avatar 1, c'est je pense son film préféré de tous les temps. Et donc je l'ai accompagné, je me suis dit bon voilà, on va voir ce que ça donne. Et au final, j'ai absolument adoré, ça a été une vraie claque. Tout d'abord, ce que j'ai adoré, ce sont évidemment les paysages, les décors qui sont grandioses, magnifiques. On en prend plein les yeux. Dans ce deuxième film, les personnages vont aller à un moment donné à un endroit près de l'océan et ces paysages étaient absolument fabuleux, c'était vraiment magnifique. Ce film, c'est aussi bien sûr une ode à la nature, à la faune, à la flore, aux peuples autochtones, à la préservation de cet écosystème. J'ai pu faire le parallèle avec Pocahontas d'ailleurs, Pocahontas qui fait partie de mes Disney préférés. Et en fait, voilà, j'ai beaucoup retrouvé de Pocahontas là-dedans et j'ai eu beaucoup d'empathie pour ces peuples donc de la planète Pandora et avec certaines personnes qui ont très peu de scrupules à évacuer des peuples autochtones qui étaient là bien avant eux. Ça m'a beaucoup rappelé Pocahontas par certains aspects. Et donc toute cette préservation de la nature, on ne peut évidemment qu'adhérer à ce message. La thématique qui m'a le plus touchée, c'est la famille, puisque comme je vous l'ai dit, Jake Sully et Neytiri ont eu des enfants. Et c'est une thématique qui m'a énormément touchée. La famille est au centre de l'histoire. J'ai adoré voir Jake en chef de famille qui fait tout pour protéger sa femme et ses enfants. Il y a de très belles valeurs, c'est une famille soudée, unie. Il y a beaucoup d'amour et de respect entre eux. J'ai beaucoup pleuré. C'est un film qui m'a vraiment beaucoup émue. J'ai quitté le cinéma, j'étais en pleurs, ce qui m'arrive quasiment jamais. Mais là, voilà, c'était très fort en émotion. Moi, de toute façon, dès que ça touche à la famille, c'est voilà, la famille, le couple, les enfants, c'est quelque chose qui me parle énormément.
énormément et ça fait partie des thématiques universelles, on va dire, qui me touchent le plus dans les histoires, que ce soit dans les livres comme dans les films. Il y avait pas mal d'action, certaines scènes sont prenantes avec du suspense. Les seuls bémols que j'aurais à dire sur ce film, c'est que j'ai trouvé quelques longueurs parfois. Après, je vais pas vous dire où étaient les longueurs parce que ça pourrait spoiler l'histoire. Mais voilà, parfois j'avais envie que ça avance un petit peu plus vite. Et le scénario qui est très simpliste au final. L'histoire tient en 2 lignes hein, et après c'est tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est brodé autour de ça. Le film dure 3h12, donc ça peut être très long. Au sujet de ce film, j'ai vu de tout au niveau des avis, parce que j'avais entendu beaucoup de critiques négatives, et j'ai voulu aller voir en fait ce que les gens reprochaient à ce film. Je voulais comprendre pourquoi ce film n'avait pas plu. Donc forcément, je ne partage pas cet avis, puisque moi j'ai absolument adoré. Par contre, je peux comprendre, au niveau de la longueur du film, je peux comprendre que certains n'aient pas aimé à cause de la longueur. Donc du coup, dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé, puisque moi en ce qui me concerne, vous l'aurez compris, j'ai adoré et j'attends maintenant la sortie du 3 avec grande impatience. À présent, je vais vous parler du documentaire Harry et Meghan que j'ai vu sur Netflix. C'est un documentaire en 6 épisodes, d'1 heure environ chacun, donc c'est un documentaire sous forme de série. Hein. Alors, durant ces 6 épisodes, on va être dans l'intimité, on va être plongé dans l'intimité du couple, de leur rencontre à leur histoire d'amour, en passant par leur mariage et la naissance de leurs 2 enfants, Archie et Lilibet. Mais pas que. C'est surtout centré sur la prise de distance du duc et de la duchesse du Sussex par rapport à la monarchie britannique, quand en 2020 ils ont décidé de partir s'installer aux États-Unis. Et donc dans ce documentaire, ils vont en fait nous expliquer comment et pourquoi ils en sont arrivés à une telle décision qui avait secoué la Grande-Bretagne et le monde entier à l'époque. Il raconte aussi la relation entre la presse, les tabloïds plus précisément, et la famille royale britannique. Alors en ce qui concerne mon avis, je vais donner ici mon avis en toute subjectivité. C'est un sujet qui peut faire débat, puisqu'il y a énormément de pour et de contre, on va dire, par rapport à ce documentaire. Là aussi, j'ai vu beaucoup de sortes d'avis différents. Chacun aura son avis à donner à ce sujet. On est en démocratie, chacun pense ce qu'il veut. Donc moi aujourd'hui dans ce podcast, je vais vous donner mon avis sincère. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de le partager. En ce qui me concerne, je n'ai jamais été fascinée, comme beaucoup de monde l'est, par la famille royale britannique. Je m'intéresse, on va dire, d'assez loin à ceux qui y vivent, mais jusque-là, mon couple chouchou, c'était le prince William et Kate. Et j'avais une vision de Harry et Meghan plutôt négative. J'ai voulu regarder ce reportage sur Netflix pour apprendre à les connaître, et ça a été comme une révélation. En voyant le documentaire, je me suis aperçue à quel point je ne les connaissais pas et que je les avais jugés sans les connaître. Et du coup, ce documentaire m'a permis de m'attacher à eux. J'ai eu beaucoup d'empathie pour tout ce qu'ils ont vécu, notamment à cause des médias. J'ai aimé savoir comment ils s'étaient rencontrés et voir que malgré tous les obstacles qu'ils ont eu à subir, leur amour a été plus fort que tout. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai vu à quel point ils étaient amoureux. Alors évidemment, ce documentaire, c'est leur point de vue à eux. Tout n'est pas forcément objectif, hein. On peut en prendre et en laisser. Ils montrent que ce qu'ils ont envie de montrer, puisque évidemment, c'est de leur point de vue, c'est leur vérité. Tout ce qu'ils disent dans ce reportage, c'est pas forcément vrai non plus, hein. C'est basé uniquement sur leurs sentiments, leurs émotions. Alors, il y a eu aussi des témoignages de leurs proches, des amis à eux, de la famille. Il y avait notamment la maman de Meghan qui a témoigné. Mais voilà, ça reste quand même un entourage proche du couple. Malgré tout, ce documentaire m'a fait porter un autre regard sur eux. Et à titre personnel, je me suis reconnue dans Harry, sur certains aspects de sa personnalité, au-delà du fait qu'il soit prince. Évidemment, je ne suis pas une princesse. Mais voilà, dans sa façon d'agir, dans sa façon de parler, des choses qu'il a compris. Etc. Donc je vais pas trop en parler ici parce que c'est assez personnel, mais ça a renforcé encore plus mon empathie envers lui en tout cas. Je trouve qu'on en apprend aussi beaucoup sur le fonctionnement de la famille royale, les liens familiaux, et ce n'est pas tout rose. Je n'étais jusque-là pas fascinée par cette famille et le documentaire a vraiment confirmé ça. Je peux comprendre après que les gens soient fascinés par la famille royale et tout ce que ça représente. Mais je pense qu'il faut apprendre à voir au-delà des apparences, il faut creuser pour s'apercevoir qu'il s'agit plus d'une prison dorée qu'autre chose, hein, de ce qu'on en voit en tout cas.
Et encore une fois, ceci n'engage que moi, que mon avis. Pour conclure, tout en donnant mon avis complètement subjectif, je pense que Harry et Meghan ont pris la meilleure décision en quittant la famille royale britannique et leurs privilèges par extension. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus heureux, libérés de ce carcan et de toutes ces obligations. J'estime qu'ils ont fait le bon choix pour eux et pour leurs enfants, surtout quand on sait comment est morte Lady Diana. Ça, c'est mon avis personnel en tout cas. Cette série documentaire fait vraiment débat, hein, comme je le disais, donc je serais vraiment très curieuse de voir votre avis dessus. Je ne vais pas m'étaler plus sur mon avis, je vous ai dit dans les grandes lignes ce que je pensais, mais en tout cas j'ai vraiment adoré ce documentaire, je me suis régalée pendant 6 heures à voir, alors j'ai pas regardé les épisodes la suite, enfin les uns à la suite des autres, hein, je vous rassure, mais voilà, en tout ça dure à peu près 6 heures et j'ai pas vu le temps passer, je voulais toujours savoir la suite, il y a vraiment un côté addictif, un peu comme une série. Mon regard sur le couple en tout cas a beaucoup changé. Maintenant, je passe à mes revisionnages. Donc, ce sont 2 films que j'ai déjà vus plusieurs fois et que j'ai revus récemment. Donc, ça vous permet aussi, ce côté-là, de voir un petit peu mes goûts en matière de films. Alors, je vous parle de Dirty Dancing 2, Havana Nights, sorti en 2004 et réalisé par Guy Ferland. L'histoire se passe à la Havane, Cuba, en 1958. On va suivre la famille Miller, qui est américaine, bien sous tout rapport. Il y a les parents et leurs 2 filles, Cathy et Suzy. Ils emménagent suite à une mutation du père de famille. Cathy, 18 ans, donc c'est plutôt elle qu'on va suivre, hein, c'est l'héroïne de ce film. Elle a 18 ans, c'est une élève modèle, elle est sérieuse, elle est un petit peu coincée. Elle va faire un jour la rencontre de Javier, un serveur cubain, mais aussi excellent danseur. Et c'est la danse qui va faire qu'ils vont se rapprocher au fur et à mesure. Et donc on va suivre tout ceci dans un contexte de révolution imminente. Donc pour remettre les choses dans leur contexte, comment j'ai connu ce film, je l'ai connu à l'été 2011. Alors oui, c'est très précis, car c'est à peu près 1 à 2 mois avant que je rencontre mon mari. Donc ça a été une période de ma vie qui m'a marquée, évidemment. Je me souviens comme si c'était hier de cette période de ma vie. À l'époque, je me prenais de passion pour la danse et j'ai eu envie de regarder plein de films ayant pour sujet la danse. J'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler dans un podcast parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, de films dans ce style-là. Et après avoir vu Dirty Dancing 1, qui est l'un de mes films préférés de tous les temps, j'ai voulu découvrir le 2, donc cette suite. Alors c'est pas une suite, hein, par contre. Alors ça a beau s'appeler Dirty Dancing 2, c'est pas du tout une suite puisque c'est avec des acteurs complètement différents. Même si Patrick Swayze fait une légère apparition dans le film, mais voilà, il n'a pas du tout de premier rôle, hein, il a un rôle au 3e ou 4e plan, voire au 5e plan. Là, c'est vraiment 2 nouveaux acteurs qu'on ne voyait pas dans le 1, donc c'est pas vraiment une suite, hein. Je sais même pas pourquoi ils ont appelé ça Dirty Dancing 2, parce que voilà, ça n'a pas grand rapport avec le 1, mais voilà. Et donc ce 2 a été un énorme coup de cœur, en grande partie, je l'avoue, car j'ai eu un gros crush pour l'acteur Diego Luna, d'origine mexicaine. Vous le connaissez sûrement car il a joué dans la franchise Star Wars avec Rogue One, dans le film Rogue One, et dans la série Andor, notamment, qu'on peut voir sur Disney+. J'ai un fort attrait aussi pour tout ce qui est espagnol et latino-américain. Du coup, rien que l'acteur principal déjà, j'étais conquise. Plus le fait que le film se passe à Cuba avec tous ces paysages. Voilà, moi je suis conquise complètement. Et bien sûr pour moi les 2 points forts de ce film qui sont ce que j'adore dans ce type de film, c'est la pratique de la danse et la romance puisque moi j'adore tout ce qui est romance, hein, que ce soit dans les livres ou dans les films. En l'occurrence ici c'est Javier qui va apprendre à Cathy la danse latine, mais surtout comment bouger son corps et être à l'aise avec lui, à l'aise avec son partenaire. Il va lui apprendre à sentir la musique et pas seulement apprendre des pas par cœur. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup car j'adore danser. Alors, j'adore surtout le freestyle, hein, c'est-à-dire danser un petit peu comme je veux, on va dire. Voilà, j'adore voilà, sentir la musique en moi et bouger en rythme et voilà, et me laisser complètement aller par le rythme de la musique. Et c'est un peu ce que Javier apprend à Cathy.
J'ai adoré voir comment les deux personnages se rapprochent petit à petit, j'aime leur personnalité. Et eh bien, je dois l'avouer encore une fois, presque 12 ans plus tard, je craque encore sur Diego Luna. Voilà, même s'il était, il a beaucoup changé, hein. Il était très jeune à l'époque, je crois qu'il avait 25 ou 26 ans quand il a joué dans le film. À l'époque, j'avais 21 ans. Voilà, bon, aujourd'hui, il a quasiment 40 ans. Voilà, je suis pas autant à fond que quand il a joué dans Dirty Dancing, mais voilà, ça restera quand même mon petit crush. Pour moi, ce film, c'est un petit bonbon que j'ai vu un nombre incalculable de fois, mais que je prends toujours plaisir à revoir. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, parce que c'est pas un film que j'ai beaucoup entendu parler en fait, par rapport à l'énorme succès qu'a été Dirty Dancing 1. Je trouve que celui-là a été vraiment passé sous silence et je pense qu'il mériterait d'être connu. Parce que moi, enfin voilà, ça a été un énorme coup de cœur et dans un autre contexte et dans une autre situation géographique, ça ne ressemble pas du tout au 1, mais moi j'adore les deux personnellement et voilà tout ce que j'avais à dire sur Dirty Dancing 2. Et enfin, pour terminer ce podcast, je vais vous parler d'un film que j'ai revu tout récemment, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Il est sorti en 2002, il a été réalisé par Alain Chabat. Il y a un casting d'acteurs de folie dans ce film, avec notamment Christian Clavier, Gérard Depardieu, Jamel Debbouze, Alain Chabat, Gérard Darmon, la magnifique Monica Bellucci, et j'en passe et des meilleurs. Donc bon, je pense que tout le monde connaît à peu près ce film, mais s'il y a des personnes qui ne l'ont jamais vu, je vous fais un rapide résumé. Donc on suit alors la reine Cléopâtre, reine d'Égypte, qui est incarnée à l'écran par Monica Bellucci, décide de défier Jules César en lui faisant construire un somptueux palais dans le désert dans un délai de 3 mois. Pour cela, elle va faire appel à Numérobis, un jeune architecte qui est incarné par Jamel Debbouze. Mais Numérobis, voyant qu'il n'arriverait sûrement jamais à construire ce palais dans les temps, il va demander de l'aide à Astérix et Obélix, et bien sûr Panoramix et sa célèbre potion magique. J'ai vu ce film de nombreuses fois et malgré tout, je ris encore. Au-delà de l'histoire, ce que je retiens particulièrement de ce film, ce sont les gags, les répliques des acteurs. J'ai l'impression qu'en fait presque chaque phrase est comique, entre les jeux de mots, les quiproquos, la façon de s'exprimer des uns et des autres, même les mimiques, tout en fait. C'est impressionnant le nombre de phrases cultes, le nombre de phrases qu'il y a dans ce film, c'est tellement drôle. C'est une comédie du début à la fin, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Après, évidemment, comme tout humour, on adhère ou on n'adhère pas. En tout cas, moi, c'est le genre d'humour qui me fait rire, qui me parle. Et j'aime beaucoup les acteurs choisis pour le film, qui jouent magnifiquement bien leur rôle. L'histoire est très sympa à suivre. En bref, si vous cherchez un film pour vous changer les idées, si vous avez un coup de mou, il fait parfaitement le job, même de le revoir si vous l'aviez déjà vu une ou deux fois. C'est rempli d'humour, c'est frais, c'est vachement agréable à regarder. Moi, j'adore ce film. J'en ai pas vu beaucoup plus d'autres de films d'Astérix et Obélix, peut-être. Ouais, si, 2 ou 3 autres, je crois. Mais je trouvais qu'il n'arrivait pas du tout à la cheville de celui-ci. C'est vraiment mon préféré, celui-là. Cette vidéo podcast est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vu l'un de ces films séries, ce que vous en avez pensé. Je serais très curieuse de voir vos avis sur ces différents films, séries et d'échanger avec vous puisque j'adore ça. Hein. J'ai créé cette chaîne de podcast, c'était aussi pour partager dans les deux sens. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous aimeriez en voir plus, en voir d'autres. En tout cas, moi, je pense en refaire d'autres hein, sur mes avis films, séries. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît et à mettre un petit like. À bientôt pour un prochain podcast.